Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, There Will Be Blood, Rocky et Gladiator. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guy Saint-Cyr. On jase de film, la formule est assez simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, je suis très content, je reçois l'humoriste, auteur, enseignant à l'École de l'humour et grand cinéphile, Simon Delille. Salut Simon, comment ça va? Ça va super bien toi-même. Ça va Vous-même, tout le très monde. bien. J'espère que vous allez bien. Vraiment, on espère que vous êtes bien chez vous. Ben oui. On est à peu près dans le temps des fêtes en ce moment, fait que j'espère que les gens ont de la réjouissance malgré l'éloignement. Simon, tu as écrit pour plusieurs humoristes, tu as écrit sur des shows de télé, tu as fait des chroniques dans le 24 heures. Comme j'ai dit, tu es enseignant à l'École nationale de l'humour. Qu'est-ce que tu enseignes à l'École de l'humour? Ben, en ce moment, je le suis pas. Je l'ai été. Hmm. J'étais coach d'écriture pour les deuxièmes années. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, la formation d'humoriste à l'École de l'humour dure 2 ans. Puis en deuxième année, à toutes les semaines, les humoristes, les étudiants présentent un numéro qui est écrit. On appelle ça les vendredis, parce qu'on fait ça tous les vendredis. Puis à la fin de leur formation, ils choisissent leur vendredi préféré. Ils le peaufinent, puis ils partent en tournée avec ça au Québec, faire quelque chose un peu partout dans la province. Après ça, cette année, on verra ce qui va se passer, mais en général, c'est ça. Et moi, j'ai été professeur, j'étais celui qui aidait les étudiants à écrire, réécrire, repuncher, travailler leur numéro qui allait amener en tournée. Hmm. Puis j'ai enseigné aussi un cours du soir qui s'appelle Animation humoristique. En fait, ce cours-là, je l'ai monté, je l'ai proposé à l'école parce que moi, j'ai animé beaucoup au bordel, au brouhaha, à plein d'endroits. Puis en animant, à force d'animer, en prenant d'expérience, je me suis rendu compte que c'est vraiment un autre job d'animer une soirée Ouais. d'humour que d'être un humoriste sur une soirée d'humour. Alors, j'ai écrit un cours qui est 7 fois 3 heures sur comment animer de façon générale, c'est-à-dire Hmm. comment animer des mariages, comment animer des soirées, comment animer des galas, des trucs, surtout pour des gens qui ne sont pas nécessairement des humoristes, mais Ouais. qui veulent juste mettre quelques outils dans leur coffre à outils. Fait que j'ai fait ça aussi, puis coach d'écriture pour les deuxièmes années à l'école. Cool. Avant qu'on entre dans ta liste de films, c'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? C'est quoi tes premiers coups de cœur de cinéma? Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petit? Ben écoute, moi je viens d'une époque, tu sais, j'ai 35 ans, là, c'est pas, je suis pas vieux, là, mais je viens à l'époque, on écoutait des films qu'on n'aurait pas dû écouter à Ouais, l'âge qu'on les écoutait. Je sais pas si c'est pour ouais, toi, là, mais moi ouais, j'ai ouais. vu Terminator 2 au cinéma. Là, on parle de Wow! 91, genre, j'avais genre 6 ans. Ouais, Moi, j'ai un petit gars de 4 ans et demi, j'y ferais pas écouter Terminator avec pas encore, un non. gars qui stab quelqu'un pendant qu'il boit du lait. Puis il y a des scènes, oui, il y a des scènes d'action de robots, mais il y a des scènes de très grande violence aussi là-dedans. Puis je mets pas le, je mets pas le fardeau sur mes parents. Tout le monde faisait ça. Les gens, Ben oui. on écoutait des affaires qu'on n'aurait pas dû écouter. Fait que mes premiers souvenirs de films d'enfance, c'est pas tant des films d'enfants en tant que tel. Si on allait dans les enfants, je te dirais Aladdin. Moi, j'étais un maniaque Mhm. d'Aladdin. Mais Tortue Ninja, le premier Tortue Ninja, dans les films qui m'ont marqué puis que je me souviens d'avoir vu la première fois, ça en est un. Le deuxième aussi, mais le premier, ça a été incroyable. Rocky 4, Ouais. on avait des cassettes VHS, nous autres, chez nous, avec des films un peu random d'enregistrer dessus, là, tu sais, genre de Mhm. cassettes que tu avais Harley Davidson et l'homme au Marlboro, puis Ouais. il y avait La mort vous voici bien, puis Rocky 4 dessus. Là, moi, j'ai écouté Rocky 4 avant tous les autres Rocky. Fait que ça, c'est des films qui ont marqué Wow! Howard le Canard. Oui! Howard le Canard. Retour vers le futur 2. Encore une fois, j'avais une cassette avec le 2, mais pas avec le 1. Fait que moi, j'ai écouté le 2 en boucle avant même d'avoir écouté le 1. OK. Ça, c'est un autre bon exemple. Sinon, un peu plus vieux, on va en parler peut-être plus tard, mais c'est sûr que Forrest Gump, ça a Ouais. été. Puis chez nous, c'est un film culte. Ça, La ligne verte. Ironiquement, La ligne verte, on est allé en voyage en Floride en famille. J'avais environ peut-être 13 ans, 14 ans. Mhm. Puis il y avait super écran où on allait, puis c'était dans le temps qu'il passait la ligne verte de façon Ah, absurdement récurrente. ouais, ouais. Fait qu'on écoutait la ligne verte en famille, genre 5 fois ce 2 semaines de vacances-là. C'est devenu une espèce de film de famille, même s'il n'y a rien de très familial là-dedans. Non, mais je Euh, comprends. Ouais, c'était des films qu'on regardait aussi en famille.
Ouais. C'est un film, samedi puis soir. tu sais, Tom Là. Hanks, chez nous, c'est un peu comme, c'est un big deal. Là, Ouais. l'acteur de la famille, mettons, qui réunit tout le monde, puis tout le monde est d'accord que c'est un grand acteur, c'est Tom Hanks. Fait qu'on a tout écouté ce que Tom Hanks a fait, puis ben, La Ligne verte en étant c'est devenu un film familial. Fait que ça en dit un peu certains de façon disparate, mais c'est un peu ça aussi, moi, je disais cinéphile. Moi, j'aime beaucoup je m'en cache pas, j'aime les blockbusters, j'aime les gros films à gros budget, mais j'aime toutes sortes de films, vraiment de la comédie au drame, parce que chez nous, c'était des cassettes pêle-mêle que je mettais dans le VHS puis que j'écoutais des films comme ça sans trop savoir ce que c'était. Des fois, j'écoutais juste la fin d'un puis le début de l'autre. Et encore aujourd'hui, quand j'écoute ce film-là, j'ai comme l'autre bout de film qui me vient, comme si naturellement, ce serait lui qui continuerait la cassette. Ouais. Okay, C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à écouter des films, puis après ça, ben, le cinéma, et j'ai étudié au cégep un peu là-dedans aussi. J'ai commencé à faire plus pointu après, mais ça fait un petit tour d'horizon. Ouais, ben on va partir justement avec ton premier film qui est un peu pointu. C'est There Will Be Blood. C'est un film de 2007 de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis dans le rôle de Daniel Plainview et Paul Dano dans le rôle de Paul Sunday et Lee Sunday. Ça raconte quoi, There Will Be Blood? Ben, There Will Be Blood, c'est un des. C'est basé sur des faits aussi. Là. Ça a été romancé, évidemment, c'est pas un biopic non plus. Mais Daniel Plainview, c'est un des premiers prospecteurs, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais lui qui a trouvé du pétrole aux États-Unis, qui a commencé vraiment à faire le commerce et extirper le pétrole de la terre pour le vendre après, parce que là, les automobiles commençaient et tout ça. Donc, dans les États-Unis qui se sortent de la grande noirceur ou qui, en tout cas, dans ces eaux-là, un peu avant la grande noirceur, en fait, dans la Grande Dépression. Pas la grande noirceur, ça, c'est la Grande Dépression. C'est une Amérique très... celle qui nous montre, parce qu'il y a du côté très beau, mais c'est très sale. Les gens sont dans des conditions de travail horribles. Puis lui, Daniel Plainview, c'est un psychopathe, en fait, on va se dire. C'est un gars sans émotion aucune qui, lui, n'est qu'attiré par l'attrait pécunier de ça, donc faire le plus d'argent possible puis avoir le plus de contrôle possible. Puis Daniel Day-Lewis, le film commence avec un genre de... C'est pas un violoncelle, mais c'est un bruit très strident. Puis j'ai écouté un documentaire qui disait que le gars qui fait la musique, il joue avec une lame de rasoir, en fait, sur des cordes en métal pour faire une espèce de sentiment de... Puis ce son-là qui est un peu un acouphène que le personnage entend pour vrai, parce que quand ça commence, il tombe dans un trou, il y a des explosions, fait qu'il n'entend pas très bien. C'est comme si on était un peu dans sa tête dès le début. Puis c'est très... au début, tu te dis, je ne serais pas capable, après 5 minutes, ça va me taper ses nerfs. À un moment donné, ça fait comme finir par t'habiter. C'est vraiment... puis c'est un film très sale, très, très dur, très sombre. Il n'y a rien de lumineux là-dedans. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de moment où tu ris vraiment. Mais c'est pas non plus un mélodrame. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça dépeint l'époque. En tout cas, j'imagine que les gens se sentaient comme ça au quotidien. C'est ça que j'aimais de ce film-là, c'est que c'est pas une espèce de gros mélodrame ou une grosse tragédie, mais c'est excessivement tragique. C'est juste que c'est de façon constante, puis à la fin, tu rentres dans cet état d'esprit-là. Fait qu'il y a quelque chose de très... puis moi, dans la vie, j'en parle dans mes numéros des fois, moi, j'ai pas de... Mes glandes surrénales ne fonctionnent pas, donc mon adrénaline, moi, j'ai pas des gros roches d'émotions, tu sais, fait que me faire vivre une émotion qui me sort de mon quotidien, c'est quand même difficile. Ce film-là a réussi parce qu'il n'a pas essayé de me rentrer de quoi dans la gorge ou de faire trop de sensationnalisme, il a juste été dans justement, le son du départ du film explique très bien le film, tout le long, puis voilà, c'est que ça dépend un peu ça, puis c'est la montée de ce prospecteur-là du pétrole, de petit gars qui creuse quasiment à pelle du pétrole dans son arrière-cour jusqu'à devenir un homme excessivement riche et un peu fou, on va se dire. Oui, complètement. Il faut vendre de punch, mais le titre a une résonance jusqu'à la fin. Non, ça, puis il y a tout le rapport weird aussi à la religion dans ce film-là, où est-ce que tu as le personnage de Paul Dano qui, lui, est un curé, ou en tout cas un futur curé qui croit vraiment à son affaire. Tu sais, c'est deux gars qui croient vraiment à leur affaire. Un, le capitalisme, l'autre, la foi, en fait. Là. Puis même, lui qui croit à la foi finit par quasiment tomber aussi un peu du côté capitaliste. Il est comme un peu tiraillant entre les deux.
Puis Daniel Day-Lewis doit élever son enfant aussi, qui est comme un peu handicapé à cause d'un accident. Puis tu vois que c'est pas un père aimant, là, c'est pas quelqu'un Ouais. qui aurait dû avoir des enfants ou qui aurait dû s'en occuper, du moins. Là. C'est un gars qui il n'a qu'un but dans la vie. Puis Daniel Day-Lewis, comme toujours, en fait, c'est assez rare Mon Dieu. qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Mais là-dedans, il y a des films où il y a des fous, il y a des psychopathes, puis ils ont des traits physiques, des tics, puis c'est très impressionnant. Mais lui, tout le long, il y a comme un vide dans son regard. Mais c'est vraiment particulier. Niveau performance d'acteur, parce que, mettons, on pense à Bill the Butcher dans Gang of New York, Oui. avec son œil Un de en vite qui tape, là, métal, ouais. puis il y a le sourcil un peu levé, puis il y a un côté plus cartoonesque, entre guillemets. Ouais. Mais ce personnage-là est dans la sobriété, mais inquiétant. Le genre de gars que tu vois derrière dans la rue, puis il se ferait une espèce de froid qui se transporterait dans ton chest sans trop savoir pourquoi. Ouais, avec une belle Puis, prestance, là, mais ouais. t'as pas envie d'aller négocier avec un gars de même. Là. Non. Non, puis tu comprends pourquoi il a réussi à en arriver là. Là. Il Ouais. se fait jamais dire non n'est jamais une option. Il négocie pas, lui, c'est ça. T'sais, il arrive, c'est ça, c'est déjà réglé dans sa tête, puis ça va l'être anyway. Puis par tous les moyens, il va arriver à ce qu'il veut. Ouais. Puis tous les moyens. À quel moment t'as vu ce film-là pour la première fois? Ben, je l'ai vu au cinéma, ce film-là, quand ça sorti. De quoi, 2007, t'as dit, Oui, 2006? Je l'ai vu au 2007. cinéma parce que Daniel Day-Lewis a toujours été dans mes très, très chéris. Mhm. Fait que dès qu'il sortait un film avec lui, en général, j'allais le voir. Puis je l'ai vu au cinéma 2007, t'as dit, 6 ou Ouais, 7? 2007. Fait que j'étais... Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais dans le temps, il y avait un cinéma à Place Versailles Ouais. qui n'existe plus aujourd'hui. J'étais pas mal certain que je l'avais vu là parce que c'était pas super loin d'une bouche de métro où moi je restais. Je venais de déménager à Montréal là, il n'y a pas très longtemps. Fait que, si je me trompe pas, je l'avais vu à Place Versailles. Genre un après-midi, je travaillais pas au pawn shop parce que dans ça, là, je travaillais dans un pawn Ouais. shop. Puis j'avais été transporté, puis dès qu'il était sorti, je l'avais acheté en DVD, puis je l'ai encore dans la collection en bas. Oh, ouais. C'est un récurrent chez nous. Vraiment. T'es pas comme Daniel Plainview, t'es plein d'amour, t'es plein de compassion, puis tout. T'as dit que bon, tu produisais à peu près pas d'adrénaline, mais t'es un bourreau de travail, comme Daniel Plainview. T'es quelqu'un qui travaille énormément, j'ai l'impression, enfin, quand je regarde ton CV, tu travailles beaucoup. Ça vient d'où pas cette urgence-là, mais ce plaisir-là que tu as à travailler, à créer, à écrire, à faire des numéros? Moi, j'aime écrire pour plusieurs choses en même temps. Tu en parlais un peu au début. J'ai écrit pour des one-man shows, j'ai écrit pour Piment Fort, des galas juste pour rire. Et, je ne fais pas tout la nomenclature, mais beaucoup de choses variées. Puis moi, je suis le genre de gars, honnêtement, dans la vie, moi, je suis un gars paresseux. OK. D'emblée, là, mettons qu'on me donne rien à faire, ça ne me dérange pas de rien faire. Je ne suis pas le genre Mhm. de il faut que je fasse de quoi, je ne peux pas rester assis à rien faire. Moi, rien faire, là, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, je suis très efficace quand on me donne des commandes et des deadlines. Quand j'ai des choses à faire, je les fais puis je les fais bien. Puis je me suis rendu compte de ça rapidement en sortant de l'école que si je fais en sorte que j'ai de la job, je vais travailler. Mais si Ouais. je me donne je ferai ça, je vais procrastiner puis ça se fera pas ou ça va être long avant de se faire. C'est pour ça que rapidement, en sortant de l'école, je suis allé voir des gens, j'allais dans les shows d'humour, même quand je n'étais pas booké. Je donnais des gags à droite, à gauche, à plein de gens. C'est comme ça que je me suis fait mes premiers contacts avec Phil Roy, Martin Périzolo, Stéphane Poirier, qui ont été mes premiers, mettons, collègues. Puis de fil en aiguille, eux travaillaient sur un projet, puis ils m'appelaient, ils décidaient Mhm. ça. Puis je me suis rendu compte que quand j'ai de la demande, quand il y a des choses qui me sont demandées, quand je travaille sur des projets, que j'ai des commandes, je suis très, très, très efficace, puis je peux pondre sur 5 projets en même temps sans problème. C'est au moment où j'ai du temps, puis je peux le faire à ma vitesse, que là, ça commence à être plus difficile. OK. Mais en me donnant cette rigueur-là de travail que l'école m'a un peu appris, là, de travailler tous Mhm. les semaines sur des numéros, j'ai réussi quand je suis occupé sur plein d'autres projets, ça me donne le goût de travailler plus sur mes affaires. Fait que ça fait en sorte que quand j'ai beaucoup de projets, c'est là que je suis plus productif sur mes affaires. Puis quand j'ai du temps pour travailler sur mes affaires, c'est là que je suis le moins. C'est un peu ironique. Là. Fait que le côté bourreau de travail, en fait, c'est que je me l'inflige parce que je sais que si je me donne trop de lousse ou j'ai trop de temps libre, je vais le prendre à rien faire parce que j'aime ça, moi, écouter un film puis Ouais. rien faire. J'ai aucun problème avec ça. Je suis pas du genre comme Mathieu Cyr, lui, il a de la misère à rester assis. Là, Ouais. faut qu'il travaille, faut qu'il fasse du skate, faut qu'il. Puis c'est bien correct. Moi, je suis plus comme. Il n'y a rien à l'horaire, j'ai pas besoin de. Bon, ben, faisons rien, c'est bien correct. Alors que quand j'ai des commandes, là, j'y vais puis j'aime ça. Mhm. C'est pour ça que je me suis pas infligé dans le sens douleur, là, mais je me suis donné beaucoup de commandes et
Et je dis oui quand quelqu'un me demande de l'aide pour quoi que ce soit. En général, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Des fois, je me ramasse avec beaucoup de choses à faire, mais c'est là que je suis le plus efficace. Donc, Ouais, c'est comme ça que je fonctionne. génial. Ton deuxième film, en fait, c'est une série de films, Rocky, Ah. propulsé par Sylvester Stallone. Il a réalisé la majorité des Oui, films de Rocky. C'est une saga qui s'étire à un pas certain qui point, peut-être que s'étire. ça s'étire, Oui, oui. mais qui a commencé en 1976. Le dernier film de Rocky officiel, Rocky Balboa, c'est en 2006. Ça met en vedette Sylvester Stallone, Carl Weathers dans le rôle d'Apollo Creed, Talia Shire en Adrian. Donc, on commence en 76 avec Rocky, Rocky 2 en 79, Rocky 3 en 82, Rocky 4 en 85, où il fait tomber le communisme. Comme il règle la guerre froide en un Oui, combat. avec un speech incroyable à Ouais. la fin, on y Si reviendra. moi j'ai changé, c'est que vous avez Je peux changé. changer. Tout le monde peut arriver à changer. Joyeux Noël! C'est ça, exact. De la dinde à tout le monde. Là. C'est ça. Et là, ça commence. Ben, ça, à mon avis, ça s'attire à Rocky 5 en 91, Mhm. Rocky Balboa finalement en Ben, 2007. Rocky Les Balboa a Creed. redonné des lettres de noblesse, à mon sens, là, Oui. parce que Rocky 5, c'était triste. Là. Mais Rocky Balboa, honnêtement, moi, je l'ai beaucoup OK. aimé. C'est ça. Puis il y a les deux films Creed. de Creed qui sont sortis dans les dernières années. Ils sont très bons aussi. Oui, oui, Ben, qui refont pas la genre. roue, là, on est d'accord, on reste dans le même créneau, mais c'est un nouveau personnage, les liens sont attachants, puis le vieux Rocky malade, mais qui est là quand même, on l'aime. Puis, Ouais, 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 non, ouais. il y a quelque chose de bien, puis on est d'accord, on ne gagnera pas de score avec ce film-là, mais quelqu'un va me dire, j'ai écouté Creed 1 puis 2, puis vraiment, on m'a volé 4 heures de ma vie. Non, non, ça a passé Ouais, un beau ouais. 2 heures, c'était Ben, divertissant, il y a des bonnes scènes de combat, on- il y a des scènes de montage, d'entraînement, c'est ça qu'on ouais, mais tu sais, tu dis on ne gagnera pas d'Oscar, mais il me semble que Stallone a été le pro. nommé aux Oscars Ouais, oui, pour sa performance, oui. pour avoir repris son rôle de Rocky, Ouais, qui a fait gagner l'Oscar du meilleur film en 76 ouais. Mais je ne sais pas devant s'il n'a Annie pas Hall et gagné Star Wars. un. Ouais. Je ne sais pas s'il n'a pas gagné un Emmy ou peut-être pas un Golden Globe. Ça se- Il me semble qu'il y a eu un prix pour son rôle dans C'est Creed, mais fort pas possible. l'Oscar. Faudrait Ouais, fouiller, là. Mais ouais. mérité, il était très, très, très bon. Mais le film en tant que tel est un film assez classique au niveau de sa forme, mais très efficace. Mhm. Mais si on revient à Rocky 1, c'est ça, c'est comme le film et de ce dont le film parle et la façon qui a été fait. C'est très l'underdog. Sylvester Ouais. Stallone, qui était comme quasiment un itinérant à ce moment-là, a écrit ce scénario-là comme en 5 jours. Ouais. Puis il y a plein de maisons de production qui ont voulu acheter les droits, mais ils ne voulaient pas que ce soit lui qui joue Rocky. Puis lui, c'était non négociable. Si quelqu'un me l'achète, c'est parce qu'il veut que je sois dedans. Et finalement, il a eu sa chance, puis ça a donné un film. La statue de Rocky était là pour vrai jusqu'à Ouais, récemment. Je ouais. pense qu'elle n'est plus là aujourd'hui. Je pense qu'elle est dans un musée, mais elle était encore à Philadelphie, en haut des escaliers. Il y avait Rocky. Ça faisait autant partie de la ville que les Flyers. Ouais. Alors que c'est un personnage, lui, il n'a jamais existé, mais dans le cœur des Philadelphiens et des États-Unis en tant que tel, c'est un icône qui est né à ce Oui. moment-là. Puis, j'ai pas vu tous les films, mais je pense que c'est un des premiers films où on a justement vu l'espèce de. Puis après ça, on l'a revu plusieurs fois, l'espèce de scène de montage d'entraînement. Ouais. Tu sais, qu'on voit en 10 minutes, 3 mois de Rocky qui s'entraîne, avec la musique en Ouais. arrière, puis il monte les marches à la fin. Ça a comme commencé une espèce de mouvement. Après ça, des films sportifs où tu vois des gens Ils l'ont s'entraîner tout en eu, là. Ouais, accéléré. ouais. Ils l'ont tout eu. Là. Tu sais, tous les types de sports ont un film là-dessus. Ça a été comme un des premiers. Puis c'est ça. Le côté underdog, mais ça a toujours nous me chercher. Là, tu sais, l'Italien qui est un peu tout croche, il fume, il boxe, il a du cœur. Mais, tu sais, puis là, ben, pour une raison vraiment forte, juste parce que son nom sonne bien, il y a une chance pour gagner la ceinture Ouais. des poids lourds. Puis finalement, ben, pas dans le 1, il va finir par la gagner, mais il fait plus de troubles qu'il pensait qu'elle en Mhm. faire. Ouais. Mais ce qui est intéressant du premier, c'est que tu viens de le dire, tu sais, il ne gagne pas nécessairement son combat à la fin, mais il gagne contre lui-même. Ouais. Il devient quelqu'un d'autre. Il devient ce à quoi il aspirait. C'est ça la vraie réussite du premier, puis c'est ce que les gens ont autant aimé. Le premier, je me suis tapé des bouts il n'y a pas longtemps parce qu'il vient d'arriver sur Netflix. Puis j'avais oublié à quel point c'était sale comme film, à quel point c'est pas propre, c'est pas comparativement, tu sais, si on arrive avec Rocky 4, là, que c'est hyper léché, c'est super beau, puis là on est dans les années Reagan, puis c'est Ouais, ouais. prospère, mais
le premier, c'est en 76, puis c'est l'époque du Watergate, c'est l'époque où même l'Amérique s'aime pas elle-même. Je trouve que ça représente bien l'Amérique de cette époque-là. Oui, puis ils sont encore en train de pelleter la guerre du Vietnam, là, de tout ce que ça a occasionné comme problème. Puis les gens. Puis c'est dans un quartier de Philadelphie aussi, très ouvrier. Ouais. Tout le monde on dirait que tout le monde est un peu sorti d'un sac de charbon. Là, tout le monde est un peu sale, c'est gris. Puis le gars, premier combat, il se fait donner un coup de tête, puis il fend, puis il vient se dire par le gars, bon, beau combat, bravo, tiens, là 25$. Le casier a coûté 20$, c'est que là 5$, c'est qu'il s'est fait fendre l'arcade sourcilière, puis il s'est battu quasiment au sang pour 5$, puis il retourne chez eux, hein, il va se payer une bière, fumer une smoke, ça va être lui le champion du monde. Mais oui, c'est vraiment, l'Amérique est dégueu, mais on dirait qu'on veut nous rappeler que oui, c'est vrai que mais même dans la saleté, le rêve américain existe encore caché en dessous de toute cette poussière-là. Ouais. Là. Il existe encore, puis il peut ressurgir de n'importe où, même de ce gars-là qui a l'air d'un vagabond. Ouais. Fait que ce côté-là qui est très, très agréable aussi. Là. Ouais. À partir du 2, 3, 4, qu'est-ce que ça raconte, les Rocky? Ben, le 2, en fait, c'est carrément parce que dans le 1, il fait un combat contre Apollo, le champion du monde. Il perd, mais il l'a mis assez mal en point pour que le public fasse comme non, il n'a pas perdu. C'est Apollo qui a perdu ce match-là parce qu'il aurait dû le clencher en 2 rounds, puis il l'a toffé jusqu'à la fin. Il n'a même pas mis KO. Fait que dans le 2, Apollo, son orgueil est trop atteint, fait qu'il fait tout ce qu'il peut pour que Rocky dise oui pour une revanche. Sa femme veut pas qu'il se batte, mais finalement, à la fin, il donne le droit d'aller se battre. C'est ça qui fait en sorte qu'il devient champion du monde. Dans le 3, ben, il devient embourgeoisé parce que là, il est champion du monde. Il fait plein d'argent. Tout le monde l'aime. Son entraîneur, il fait juste s'y booker des matchs pas trop difficiles pour qu'il gagne. Puis à un moment donné, il rencontre un gars que lui, il a la rage au cœur, qui est Mr. T, Clover Oui. Lang, que lui, il a la rage au cœur, comme Rocky avait la rage au cœur dans le 1 puis le 2. Il trouve quelqu'un qui a justement l'œil du tigre, parce que le 3, c'est le seul qui a un sous-titre, parce que le 1 puis le 2, je pense pas. Le 2, peut-être Non, la c'est ça, revanche. ouais. Ouais, en français, le 2, c'est la revanche, mais le Puis 3, en il n'y a anglais, pas je pense. de titre français. Je sais pas si le 3, il disait Eye of the Tiger, parce que le Rocky 3, l'œil du tigre, c'était vraiment sur l'affiche, me semble, en français, c'était Ouais. écrit ça. OK. Mais l'œil du tigre, c'est ça, il l'a perdu parce qu'il est devenu comme un boxeur juste qui fait de l'argent, puis c'est un peu trop facile pour lui. Finalement, il s'y fait. Puis son entraîneur meurt, c'est là que Mickey meurt dans le 3. Ouais. Fait que ça Ouais, puis boit des 4. oui, puis je me souviens, la pochette, l'affiche du 3, en tout cas dans les clubs vidéo quand je travaillais là, c'était lui avec son fedora, avec une grosse chaîne en or. J'étais comme, OK, on n'est plus dans les Rocky en maillot dans le ring. Là. C'est rendu un homme d'affaires prospère. Exactement, puis ouais, c'est ça. Puis les méchants sont devenus plus caricaturales un peu. Tu sais, Clubber Lang, qui est comme le mode avec ses. C'est Mr. T, de toute façon, il y avait déjà des looks funky, là, avec des plumes à la place de ses boucles d'oreilles, puis qui vient insulter sa femme direct, qui est quelque chose de très. Mais ça fitait dans les années aussi, là, les années 80. On est quasiment plus rendu dans la lutte que dans la boxe. Là. Ça commence avec un match de lutte contre Hulk Hogan, d'ailleurs. Il se bat contre Hulk Hogan pour un match bénéfice au début, qui s'appelait Lèvres de feu. Le personnage de Hulk Hogan s'appelle Lèvres de feu. Peut-être le seul bonne apparition de Hulk Hogan dans tous les films. Sauf peut-être Commando Suprême, qui a été un de mes films fétiches quand j'étais enfant. Bébé, pas bébé. Mais avec Rocky 3, c'est ça. Il retrouve l'œil du tigre finalement à la fin parce que Apollo va l'entraîner. Apollo, qui est devenu son ami après, là, mais qui était son ennemi juré, en fait. Il devient son entraîneur. Dans le 4, ben là, le 4, c'est un film à part quasiment. C'est pas besoin d'avoir vu 1, 2, 3. C'est tellement over the top, ça n'a pas de sens ce film-là. Là. Mais il est parfait, ce film-là. Dans cette optique-là, là, c'est carrément la guerre froide, vers la fin de la guerre froide. C'est quoi, 85? Oui, 85. Là, on n'est pas loin de la chute du mur de Berlin, c'est la guerre froide. Puis là, ben, t'as le méchant soviète, qui est en fait un Allemand, ironiquement. Mais t'as le méchant soviète qui est drogué, qui s'entraîne avec des machines, tout est calculé. Puis t'as le Rocky, qui est le bon vieux boxeur qui vient de la terre. Là, il est juste du talent brut. Oui, mais c'est tellement... En tout cas, c'est un vrai plaisir coupable, à mon avis, Rocky 4, parce que Rocky devient carrément Jésus à un moment donné dans le film, là, quand il s'entraîne, puis qu'il se met un bio sur les épaules, puis qu'il doit traîner ça avec sa longue barbe, ses cheveux longs, puis ça va pas bien. Il arrache la photo de Drago dans le miroir avec sa grosse barbe. Un boxeur de ce niveau-là, mettons dans la vraie vie,
il ira pas s'entraîner d'une grange en Sibérie où clairement il prendrait une pneumonie. Ouais. Parce que, tu sais, il passe de froid à chaud tout le temps. Tout le temps. Il est dehors en petit manteau en botte en Suède. Après ça, il rentre en dedans en bedaine avec des feux. Il s'entraîne, il bench, puis c'est du feu en dessous de lui. Aucun entraîneur, aucune compagnie d'assurance accepterait que son boxeur s'entraîne dans ces conditions-là. Vraiment. Puis Pendant que tu as l'autre à Moscou, Ivan branché sur Drago. des machines, on le voit vraiment se faire droguer, se faire piquer dans les cuisses. Fait que c'est comme la machine contre l'homme, la machine qui est les méchants soviètes contre les vrais Américains, Home of the Brave. Tu sais. Oh oui. Puis à la fin, oublie ça, à la fin, combat à Moscou à Noël, puis à la fin, tout le monde scande le nom de Rocky en URSS. Ouais, En URSS, le boxeur américain qui bat le russe a 2 balles dans le nuque dans son hôtel le lendemain matin. C'est sûr. T'as même une caricature de Gorbatchev avec sa tache de vin sur le front qui se lève pour applaudir Rocky. Non. Ça serait... Tout le monde dans l'aréna est d'accord. Le politburo qui est en haut, qui est du monde qui assassine des gens quand tu parles contre le gouvernement. Tu as un boxeur américain. Puis d'ailleurs, il n'y a aucun garde du corps. Il y a juste il y a l'ancien entraîneur d'Apollo, parce qu'Apollo est mort au début du film. Mm-hmm. C'est à cause de ça que ça donne le goût de se battre pour aller venger Apollo. Mais en plus de venger Apollo, il règle la guerre. Tu sais, tant qu'à régler un dossier. Il dit, regarde, moi y aller, m'a réglé la guerre froide, je vais venger mon ami Apollo, je vais être le meilleur boxeur au monde, puis tout le monde va m'aider à aller. Mais justement, c'est un film over the top, mais jamais c'est genre... Il est tellement over the top tout le long que c'est correct comme ça. Il n'y a pas un bout où à un moment donné, t'es comme, là, vous êtes allé trop loin. Tout le long. Tout le long, c'est ça. James Brown qui chante une toune avec Apollo qui monte une espèce de dragon, parce que le gars s'appelle Drago, qui fesse dedans. Puis il se fait knocker out à mort, en plein show d'exhibition. C'est comme tout le long, c'est ça. Il y a un gros robot au début. Le film commence, c'est la fin du 3 quand Rocky et Apollo se font un round de combat. C'est over the top tout le long. Fait ça reste correct que ça soit de même. Oui. Puis, moi, comme je te dis, c'est le premier que j'ai vu, moi, quand j'étais jeune, les 4. J'ai vu les autres après, j'ai vu qu'un et le 2, c'est des vrais bons films. Oui, mais t'as-tu tombé en bas de ta chaise en voyant après ça le 1? Tu sais, si tu vois le 4 en premier, Ivan Drago, c'est quasiment Bane dans Batman. Là. Ouais. C'est un méchant de Batman, Ivan Drago. Bien plus que Apollo Creed, qui est un méchant avec ses nuances. Puis il n'est pas méchant, Apollo, c'est juste un champion du monde qui fait très Mohamed Ali, un peu. Là, il a une grande gueule, puis il dit qu'il est meilleur que tout le monde, qu'il est vite, puis c'est vrai, mettons. Mais c'est un boxeur, ça fit. Alors que Drago, ça a l'air justement d'être un Doomsday. Là, il a l'air d'avoir été créé pour tuer Rocky, là, quasiment. Là. Mais c'est ça, mais moi je l'ai vu quand j'étais assez jeune, fait que ça fitait. Les personnages, c'est très clair. Rocky, c'est le bon, lui, c'est le méchant. Puis c'est très délimité. Quand j'ai vu les autres, quand j'étais un peu plus vieux, c'est plus subtil un peu. Je les ai vus dans le bon ordre. Peut-être que j'aurais pas aimé autant Rocky si j'avais commencé jeune avec le 1. C'est quand même un film assez lent au début. Là. C'est long de commencer. Il n'y a pas vraiment de scène de combat ou très peu. Puis après, ça commence. Tu vois, le gars, il s'en sortir. Puis le champion du monde à côté. Puis les pièces se placent tranquillement quand même. Avant que ça devienne comme, mettons, grisant. Ouais. Mais alors que le 4, ça commence sur les chapeaux de roue, le gros robot, Drago, Apollo meurt, t'es déjà après une demi-heure, t'es déjà « Oh mon Dieu! » il fait quasiment plus film pour enfants, guillemets. Ouais. Puis il faut que je te pose la question. Dans les années 80-90, c'était la guerre Stallone-Schwarzenegger. Avais-tu ton camp, puis pourquoi l'un plus que l'autre? J'avais pas mon camp, parce qu'honnêtement, tu sais, moi, mon film d'action préféré à vie, c'est Terminator 2. Puis je pense que plusieurs seraient d'accord avec moi, là, même des cinéphiles. C'est très bon, Terminator 2. Terminator 2 est un grand film d'action. Puis les effets spéciaux, je les regardais, ça fait pas si longtemps. Puis ça n'a pas mal. Ça marche encore. Ça marche encore vraiment bien. Là, considérant que ça a été fait début des années 90. Là, c'est un grand film. T'sais. Mais je pense, ça va être dans un camp ou un autre, genre que j'aimais pas un. Mais je pense que je suis plus Stallone. Je suis un gros fan de beaucoup de films de Stallone. Demolition Man, Le Destructeur, ça a été un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Même Le Spécialiste, où il faisait des bombes, j'aimais ça, mais c'est pas un bon film, là, mais moi j'aimais ça. Tango et Cash, des Rocky, ça c'est sûr, les Rocky.
Mais j'ai enjoyé beaucoup de films de Schwarzenegger aussi. Mais Mhm. si j'avais un camp à choisir, mettons, je dirais Stallone. Puis pourquoi Stallone a quelque chose de plus dans ton cœur? Sais-tu quoi? Je pense que c'est juste par radon, parce que j'ai vu plus de films de lui, puis parce que à une certaine époque, mon père ressemblait beaucoup. Le Ah faciès de ouais, mon père ressemblait beaucoup à celui de Stallone, puis il y a beaucoup de gens qui le disaient. Puis j'étais assez fier de dire que mon père ressemblait à Sylvester Stallone. je comprends. Et, Ouais, ouais, ça vient et chercher une petite fierté ouais, enfantine. puis tu sais, il y a pas, mon père, c'est pas un gars, pas un bodybuilder. Lui, il faisait la joke de ah oui, sur tout mon corps, tu sais, en voulant dire qu'il Ouais. était musclé. Il est pas atrophié non plus, mais c'est pas un bodybuilder dans la vie. Tu sais, Stallone, c'est ce qu'il fait, des muscles dans la vie. Ouais. Mais le faciès, à une certaine époque, là, avant que Stallone ait eu quand même des chirurgies, là, il est quand même un peu. Il a vieilli aussi. Là. Ouais. Mais mettons, dans les époques justement, de Demolition Man et tout ça, il y avait quand même beaucoup de ressemblances avec mon père, puis j'étais pas peu fier de le dire aussi. Je pense que ça a joué Wow! dans la balance. Je peux imaginer. Je peux Ouais. imaginer. Ouais. Ouais, ton troisième coup de cœur, c'est Gladiateur. C'est un film qui date de l'an 2000, qui a été réalisé par Ridley Scott, qui met cette fois-ci en vedette Russell Crowe dans le rôle de Maximus, Joaquin Phoenix et Richard Harris, que les plus jeunes connaîtront comme étant le premier Dumbledore. Je dis les plus jeunes, mais on est tous rendus à 30 ans aussi, un moment donné, on se mentira pas. On se mentira pas. Euh, encore là, c'est quoi Gladiateur? Le Gladiateur, c'est l'histoire d'un général de l'armée romaine qui en fait, il est bien placé pour prendre la place de l'empereur Marc Aurèle, qui est sur le bord de mourir, qui est vieux, Mhm. qui va mourir éventuellement. Mais son fils, Commode, le fils de Marc Aurèle, Commode, qui est Joachim Phoenix là-dedans, accepte pas ça, évidemment. Donc, il va essayer de tuer Maximus, il va échouer. Et Maximus, de fil en aiguille, va se ramasser à être acheté, à être pris comme esclave pour devenir gladiateur. Et là, son but, c'est de devenir le meilleur gladiateur possible pour réussir à monter jusqu'au Colisée de Rome et peut-être éventuellement avoir sa vengeance envers l'empereur Commode, qui a tué son propre père pour devenir empereur et qui est Mhm. en train de faire une espèce de. Ben, tout le monde veut le tuer, il veut tuer tout le monde, il est paranoïaque, ça va vraiment pas bien. Ouais. Mais Maximus, lui, sa famille a été tuée par l'empereur. Marc Aurèle, qui était comme son père, un peu psychologique, son père spirituel, a été tué par Commode, et que là, il veut sa vengeance. Puis moi, des films de vengeance, j'aime bien ça. Puis l'Empire romain, en plus des années 2000, on était à l'époque où j'étais au secondaire et on étudiait Ouais. l'Empire romain. C'était dans secondaire 4, genre, dans ces eaux-là. Fait que c'était quelque chose qui m'intéressait déjà beaucoup à l'école. Mais quand ce film est sorti, il est sorti vraiment dans une période où ça m'intéressait vraiment beaucoup. Ouais. Fait que, mettons qu'il fitait vraiment avec mon champ d'intérêt à ce moment-là. Puis les scènes de combat sont incroyables. Russell Crowe est très bon. Puis une histoire de vengeance qui se passe pendant l'Empire romain. Regarde, déjà la prémisse m'avait beaucoup parlé. Puis le Ben film est oui. très réussi aussi. Ouais. Je me demandais aussi, tu sais, tu dis que les films de vengeance, tout ça, ça te plaît. Quand on écoute certains de tes numéros, quand on t'écoute en podcast, quand on t'écoute en entrevue, euh, justement, toi, ben, tu as eu très jeune une maladie. Je l'ai noté pour pouvoir la nommer, la polyendocrinopathie. Bravo, hein, Chris. C'est rare que quelqu'un réussisse à. Bravo, c'est exactement ça. Je l'ai pas du tout répété avant. Ah, ah, ah. Mais est-ce que de faire de l'humour, de pouvoir monter sur scène, de pouvoir écrire, de pouvoir profiter autant de la vie comme tu le fais, il n'y a pas une vengeance sur la vie qu'on a failli t'arracher? Oui, ben oui, absolument. On peut le voir comme ça. Puis, tu sais, moi, l'humour en général chez nous, ça a toujours été très, très important. Là. Chez nous, on aimait beaucoup ça rire, puis écouter on allait voir des shows d'humour, on écoutait des comédies. Tu sais, j'aurais pu facilement nommer des films comme Ace Ventura, Le Ouais. Masque, tu sais, des grosses comédies, Ding et Dong, L'Agent fait la Ben farce, des oui. choses comme ça. Chez nous, c'était très, 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 très commun. Puis l'humour a toujours servi pour dédramatiser tout. T'sais, parce que moi, j'ai été malade, et je le suis encore, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Mhm. Mais moi, j'ai pas eu de. J'ai pas eu, mettons, comme une. Tu sais, genre une leucémie, là, que pendant 2 ans, tu luttes pour ta vie, tu as de la chimio. Moi, c'était plus que j'avais un système très faible par rapport à ce que j'avais avant qu'on découvre ce que j'ai. Fait que je tombais malade souvent. J'étais souvent à Mhm. l'hôpital, mais c'était pas pour des grosses affaires nécessairement. C'est juste que c'était toujours à recommencer. Fait que c'était plus dans la récurrence. Fait que oui, on peut voir ça absolument. Je peux faire de l'humour pour dédramatiser les choses. C'est comme une vengeance que je donne sur la vie a voulu me faire des jambettes. Ben, moi, je me sers de ces jambettes-là pour faire rire le monde. Fait que c'est un peu
à double tranchant. Puis moi, dans la vie, je suis pas un gars, je suis vraiment pas un gars agressif. Tu sais, je me suis jamais battu. Tu sais, je serais pas capable de tuer quelqu'un, même de faire vraiment. Tu sais, j'ai pas ça en dedans de moi. Ouais. Puis quand je regarde des films où des gens ont cette rage-là de passer par tellement d'épreuves pour arriver à leur vengeance, ça me fascine parce que moi, je serais pas capable de faire avec autant de. Tu sais, dans Gladiateur, il passe vraiment par beaucoup d'étapes qui est très, très, très. Je vais me venger un jour. Parce qu'il y a plein de moments là-dedans, il aurait pu faire comme, hey, fuck off. J'abandonne, je vais me laisser mourir, je vais aller rejoindre ma femme et mon fils. Non, non. Lui, il y avait quelque chose à faire avant d'y arriver. Puis ce focus-là sur quelque chose comme la vengeance me fascine. C'est peut-être pour ça que j'aime autant les films de vengeance. Puis ça fait comme chercher un petit côté sombre dans nous qu'on a, que la majorité des gens n'ont pas, je pense, d'emblée. De voir quelqu'un vouloir se venger à ce point-là, puis tuer quelqu'un ou y faire mal parce qu'il. Puis on a le goût d'être comme lui, on voudrait avoir cette hargne-là, mais pas en même temps. Des films comme Gladiateur en est un. Sinon, moi, j'aimais beaucoup Payback, le règlement avec Mel Gibson. Ah oui. Ouais, il y a un gars qui doit 70 000 $, puis il court après tout le long, puis il définesse quasiment la pègre au complet, juste pour 70 000 $. Mais ce film-là est un film que j'adore parce que c'est de la vengeance pure. J'ai réussi à survivre à un attentat, puis le reste du film, c'est juste sa vengeance. Mais Gladiateur, c'est ça de façon plus épique, on est d'accord, parce que le décor, parce que ci, parce que ça. Mais ça reste un des meilleurs films de vengeance, puis historique. C'est basé quand même sur des affaires assez rigoureuses niveau historique. C'est pas parfait, évidemment. Mais puis ça fitait dans la période où je l'ai écouté la première fois. Un des seuls films que j'ai vu 2 fois au cinéma. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. As-tu une scène marquante, une scène préférée? Ben là, le combat de la fin contre Commode est très, 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 très marquante. J'aime beaucoup la première scène dans le Colisée où il y a des courses de chars, puis où, en fait, Maximus est dans l'équipe. C'est comme deux clans qui se battent, qui recréent une vraie bataille qu'il y a eu dans ces époques-là. Là. C'est genre les mercenaires d'Hannibal contre Scipion, qui est un général de l'armée romaine. Puis en fait, c'est l'armée romaine qui gagne. Puis Maximus, donc Russell Crowe est dans l'équipe qui devrait perdre, mais ils sont tellement bons qu'ils gagnent et qu'ils renversent comme ce qui aurait dû se passer. Et cette scène-là est malade avec les chars et des tridents dans le chest. Puis donc, c'est très, très, très épique. Oui, puis on revient un peu à la WWE avec ça. Là. Vous allez perdre. Mais vous, perdre, ça veut dire mourir. C'est ça, là, c'est ça. C'est pas c'est stagé jusqu'à un certain point, mais ça, les gens mourraient. Habituellement, la WWE, les gens ne meurent pas, de façon générale. Mais dans ce temps-là... Puis, tu sais, je regardais ce film-là, puis je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps, mais je me disais, ça a l'air bien lointain, puis bien barbare, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que, tu sais, oui, les gens mouraient, puis il y avait des épées, puis tout ça, mais c'est-tu vraiment si loin que ça d'affaires qu'on peut voir encore aujourd'hui? Tu sais, dans un contexte où, mettons, l'économie s'écroule puis qu'on devient plus comme des espèces de tribus, ce genre de spectacle-là, d'après moi, reviendra assez rapidement populaire. Oui, ben, tu sais, juste de voir des gens se battre pour du papier de toilette il y a quelques mois, il y a un petit peu de ça là-dedans. Là. Oui, exactement. Tu sais, il y a quelque chose de très... ça a l'air lointain, mais ça n'est pas tant que ça. Puis ça existe encore dans le cœur de plusieurs personnes, cette envie-là de se battre même jusqu'à mort. Fait que, il y a quelque chose de très actuel dans ce film-là, même si c'est il y a 2000 ans. Oui. Avant qu'on enregistre, tantôt, on a parlé un peu de Forrest Gump. Puis je veux qu'on fasse une petite parenthèse sur Forrest Gump. Tu m'as dit que c'était un des films qui te marquait le plus. On a parlé de Tom Hanks, mais Forrest Gump, ça représente quoi pour toi? Comme je t'ai dit, on s'en est parlé tantôt. Moi, j'ai vu Forrest Gump la première fois au cinéma. Donc en 94, si ma mémoire est bonne. Donc j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, 9-10 ans. Non, 9 ans. Fait qu'à 9 ans, Forrest Gump, c'est sûr, tu sais, c'est beau, j'avais ri, la musique est belle, tout ça, j'avais compris l'histoire, je sais pas, je suis si jeune, mais pas de là à voir vraiment toutes les couches qu'il y a dans ce film-là. À mon sens, il y a quand même plusieurs façons de voir ce film-là. Je ne l'ai pas revu pendant une couple d'années, puis je l'ai revu, il était un peu plus vieux, puis là, il m'a vraiment comme amené un genre de OK, c'est pas juste l'histoire d'un gars, c'est l'histoire des États-Unis, de l'Amérique de ces années-là, puis que, encore une fois, c'est une histoire d'un peu d'un underdog, un peu comme avec Rocky. J'imagine que ce thème-là me rejoint. Mais le gars est tellement... Tu sais, il est pas déficient, genre Rain Man, mais il n'est pas non plus super brillant.
il est juste sur la mince ligne entre les deux, comme beaucoup de gens le sont, puis qu'on l'est tout un peu, mais que ça l'empêche de voir ou de s'enfler la tête ou de devenir... parce qu'il y a un gars qui va voir le président pour l'équipe de football, pour avoir joué au ping-pong en Chine, pour une médaille d'honneur au gars du Vietnam, même 2 ou 3 fois, puis qu'il en parle comme je tenais encore voir le président des États-Unis, j'ai encore bu des Dr Pepper, puis il voit ça comme encore cette fois-là, je suis allé là, puis il parle du monde, il raconte ça au monde d'un parc, puis c'est cette espèce de légèreté, mais quand tu regardes tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, c'est comme, mon Dieu, cette vie-là, personne ne pourrait supporter cette vie-là. C'est-à-dire des gens qui meurent, la guerre, le ping-pong, être milliardaire. Tout le monde serait un peu viré fou dans différents moments de sa vie, alors que lui, il a gardé la même carte tout le long. Il a les mêmes running shoes. Il pourrait s'acheter une compagnie de running shoes. Il a encore les mêmes parce qu'ils font. Moi, j'en achèterais d'autres. Cette simplicité-là, dans quelque chose d'aussi énorme, venait me chercher beaucoup de... Des fois, on s'énerve pour des petits détails dans notre vie, puis on s'enfle la tête pour des niaiseries, ou on déprime pour des niaiseries aussi. Puis alors que, d'un point de vue logique, ça n'a pas d'importance. Forrest Gump, lui, il aime Jenny, il aime sa mère, il aime jouer au ping-pong, il aime ça pêcher des crevettes parce qu'il a dit oui. Il fait ce qu'il aime, il aime tondre des pelouses, il le fait, il aime courir. Quand il a le goût de courir, il court. C'est juste ce côté-là de hey, vous courez pourquoi? Pour la fin dans le monde? Non, j'ai envie de courir. Fait que je cours. That's it. Ce film-là est d'une simplicité déconcertante parce qu'il relate quelque chose de tellement gros que personne ne pourrait gérer, sauf quelqu'un qui est juste un peu moins intelligent que moi. Fait que moi, je trouve que ça, c'est une belle allégorie. Voilà. On va faire une courte pause. Au retour, on va découvrir que les T-1000 de Terminator 3, Rise of the Machine, n'ont pas soulevé les passions chez toi. Mais enfin, pas autant que John Wick, qui a perdu son chien et, comme dans Payback, a décidé d'aller en vengeance totale. Oui, voilà. À tout de suite. À tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour à On jase de films avec mon invité Simon Delille, avec qui, en première partie, on a parlé de There Will Be Blood, Rocky et Gladiateur. Un film qui t'a déçu, c'est un film de 2003 de Jonathan Mostow. J'entends déjà les auditeurs dire qui. C'est Terminator 3, Rise of the Machines, qui ramenait après 12 ans d'absence Arnold Schwarzenegger dans le rôle du T-800. Nick Stahl et Claire Danes sont là. Ça faisait 12 ans que tu attendais ce film-là. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est pas passé? Puis comme on en a parlé un peu tantôt, moi, Terminator 2, Jugement dernier, c'est un film, pour moi, c'est encore à ce jour un des, sinon le meilleur film d'action de tous les temps. Puis au-delà du film d'action, c'est un excellent film. Les effets spéciaux ont bien vieilli, la trame narrative est malade, c'est sombre. En tout cas, il y a de tout. Vraiment, ce film-là est incroyable. Puis je l'ai écouté, moi, je l'avais sur un cassette VHS, puis je l'ai écouté à outrance quand j'étais jeune, Terminator 2. Je connaissais les... Puis à ce jour, je devrais être capable d'en faire pas mal la majorité, mais je connais les dialogues en français de tout ce film-là, du début jusqu'à la fin. Je le connaissais par cœur de mémoire, parce que je l'ai écouté outrageusement. Quand je dis outrageusement, c'est genre des centaines de fois. Puis même si le 2 finissait pas nécessairement avec un cliffhanger de « Oh, ça va être quoi la suite? » Ça bouclait la boucle quand même bien. On espérait tous la suite. Quand ils ont commencé à parler de « Il va y avoir un Terminator 3 », moi, j'étais excité, j'avais hâte, j'avais des attentes démesurées sûrement. Parce que le 2 avait tellement été marquant, puis que là, c'était tellement grandiose, qu'est-ce qu'il allait faire. Puis,
si je me souviens bien, les bandes annonces étaient quand même bien réussies. Parce qu'il y a Ouais. une couple de bonnes scènes d'action dans le film quand même. Là. Puis la bande annonce, c'était quand même, oh, crime, ça a l'air assez. Hein? Puis les acteurs, tu sais, Claire Danes, puis ça se pouvait. Puis finalement, tu sais, c'est exactement le 2 en très moins bon. T'sais. Mm. Ils n'ont rien amené de couche de plus. Il n'y a pas. La fille qui joue la cyborg, qui est une coche mieux que le T-1000, mais qui est le T-1000 en fait, là, mais avec Ouais. un squelette en métal plus solide, qui est un peu chic, qui se sert de son apparence pour arriver à ses fins aussi. Encore une fois, c'est pas nécessaire. Puis elle n'est pas plus charismatique qu'il faut. Le T-1000 était très charismatique. Là. Ouais. Très froid, puis l'acteur, j'ai perdu son nom, là. Mais Ouais. Je sais plus. le casting était écœurant. Alors qu'elle, c'est une belle fille, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça n'aurait rien changé. On ne s'attachait pas du tout aux méchants. Puis ça, je trouve ça aussi important que s'attacher au protagoniste, là, au personnage principal, de s'attacher aux méchants, c'est important aussi. Puis dans ce film-là, aucunement. Oui, il y a des bonnes scènes d'action, une couple de bonnes scènes, mais à la fin, j'étais juste, oh, ouais, 12 ans pour ça. J'avais hâte à ce film-là depuis que j'ai vu le 2 la première fois. J'avais hâte d'en voir un autre. Puis là, on m'a servi ça et j'ai été déçu, Ouais. vraiment déçu. J'ai écouté par la suite. C'est pas un si mauvais film que ça en tant que tel. Parce que si, mettons, tu n'en as pas vu zéro, puis tu pars avec le 3, c'est un bon divertissement, mais quand tu pars avec les attentes que le 2 t'a laissé, Ouais. puis que le 1 aussi, le 1 était excellent aussi, le 2 encore mieux, puis le 3 après ça crash, mais mes attentes étaient là, puis c'est arrivé là. Si mes attentes avaient été là, je serais tombé de moins haut. Là, c'est juste que je suis tombé de très haut. Ouais. Fait que j'avais été bien déçu à ce niveau-là, puis voilà. C'est les attentes, en fait, qui m'ont fait en sorte que j'étais encore plus déçu. Ouais, puis si on se rapporte aux années 90, justement, Arnold Schwarzenegger, il est partout, mais les références à Terminator sont dans tout ce que tu regardes, là, des Simpsons, à tous les dessins animés, Absolument. tout le monde faisait des références à Terminator, puis Hasta la les vista, phrases baby. Hasta la vista, baby, I'll be back, toutes ces catchphrases-là que Schwarzenegger a réutilisées partout. Je peux comprendre que justement que les attentes étaient surélevées pour un nouveau Terminator. Moi, c'était pas des films que j'ai vus quand j'étais petit. Je les ai vus rendus adulte. J'ai vu le 1, 2. Puis, sachant que le 3 avait été mal reçu, je suis jamais allé le voir. Mais c'est ça, tu sais, j'étais rendu un adulte dans mi-vingtaine quand j'ai découvert Terminator 1 et 2, puis ça a fait comme, OK, ces films-là existent. Même avec mon regard d'adulte, c'est brillamment écrit, c'est brillamment fait. La scène dans le 2 avec le camion qui va dans je sais pas comment ça s'appelle. Dans la fonderie? Ouais, dans la fonderie à Los Angeles. Cette scène-là n'a pas vieilli, là, elle vieillira jamais, cette scène-là. Ça va toujours être impressionnant parce qu'ils l'ont faite. Ils l'ont fait, je pense, CGI, tu sais, puis j'aurais très bien pu marquer Mad Max, le Fury Road dans mes films, parce que niveau cascade de films d'action, c'est des vraies cascades. Là. Ouais. C'est pas... puis dans Terminator 2 aussi, là, quand il arrive, puis le camion sur le côté, puis qu'il y a du liquide froid, de l'azote, whatever, qui sort de là, puis là, le T-1000 pogne là-dedans. Cette scène-là, tu peux la mettre d'un film aujourd'hui, puis personne va faire comme, ah mon Dieu, des vieux plans des années 90, tu sens 0-0 ça. Puis c'est ça qui est impressionnant, tu sais. Alors que même le 3 a l'air plus vieux que le 2. Ouais, mais tu sais, ce qui est le fun du 2, c'est toute la relation entre le Terminator et John Connor, là, Edward Furlong. Quasiment son père, un peu. Son père, c'est des amis. Ben, c'est le petit gars qui lui apprend à dire Hasta la vista, baby, entre autres. À pas tuer de gens, puis il donne des valeurs humaines à un robot. Ouais. Cette relation-là, puis à la fin, même le robot dit « Je comprends pourquoi tu pleures. Moi, je suis pas capable de pleurer, mais je sais pourquoi tu pleures. » Même ça, c'est comme au niveau robot, Isaac Asimov ne serait pas d'accord avec cette phrase-là, mais il y a quelque chose de très... Il a quasiment rendu un peu humain à force de le côtoyer. Puis la trame sonore est malade. Cette musique-là... quand il descend dans la lave. Ouais, avec le pouce en l'air. Puis... Tu peux pas avoir des larmes ou au moins une espèce de petit pincement au cœur. Alors que dans le 3, il met la batterie dans la bouche du robot à la fin, puis tout explose. Puis à la fin, ça finit quand même que il dit il va en avoir des bombes nucléaires, peu importe ce que vous faites. Puis t'es comme OK, effectivement, rien servi, parce qu'au bout de la ligne, il va se passer de la même calice d'affaires
qui devait se passer. Le jugement dernier a juste été retardé. Là. C'est ça Ouais. qu'ils disent dans le 3. Et à la fin, t'es comme. Fait que c'est ça, c'est tout. Tu me laisses. Après ça, tu me laisses me démarrer avec ça. Tant qu'à ça, laisse-moi avec le 2. Là. C'est ça qui était Ben oui. aussi. Oh, ouais. T'attends 12 ans, puis tu finis en me disant que, ouais, ben, c'est ça, Peu anyway, importe. ça va arriver. Peu Ouais, importe ce ouais. qu'on fait. Fait que ce film-là sert à rien, dans le sens. Ouais. Étais-tu quand même au rendez-vous pour Genesis et Salvation? En fait, Salvation et Oui, Genesis dans l'ordre. Là. je sais pas si je les ai vus au cinéma. Je pense pas les avoir vus au cinéma. Je les ai écoutés après ça, quand ils sont sortis sur les plateformes ou sur Club Vidéo, tout ça. Oui, parce que, tu sais, j'étais un fan de la série quand même, là, même si le 3 m'avait déçu. Mais je partais pas avec des grosses attentes pour Genesis et Salvation comme je partais pour le 3, tu sais. Mais j'ai Mhm. pas été déçu au même niveau. J'ai pas été... Mais comme on s'en parlait tantôt, Salvation, j'avais trouvé ça intéressant parce qu'il nous transportait dans la guerre des machines. C'était pas comme aujourd'hui avec du monde qui vient du futur pour essayer de sauver ou de tuer quelqu'un. Ça se passait vraiment pendant la guerre. Il y avait quelque chose de... On va essayer de régler le problème de l'intérieur pendant que ça arrive plutôt que dans le passé. Ça, je Mhm. trouvais ça intéressant. Puis ça joue un peu sur les deux fronts. C'était pas un film super réussi, mais tu sais, Christian Bale, il y avait quand même un bon casting de dude aussi. C'était quand même intéressant. Genesis, j'avais voulu aimer ça, mais j'étais comme, ouais, le robot qui vieillit, puis j'étais pas sûr. Puis là, on m'a dit que Dark Fate, en fait, le dernier que j'ai pas encore vu, c'est la suite du 2, la suite Mhm. logique Ouais. du 2. Ouais, Fait donc que le là, mais 3 puis les deux autres n'existent plus. ouais, mais là, rendu là, je commence à faire comme moi, mais c'était-tu nécessaire? Ouais. Rendu là. Tu sais, je l'ai pas encore Mhm. vu, je vais sûrement je vais l'écouter. C'est sûr que je vais Ouais. finir par l'écouter. Fait que je les ai écoutés, puis j'ai pas été transporté, mais j'ai pas été déçu comme je l'étais avec le 3. Parce que j'étais là à me dire, bon, on va regarder un bon film d'action. Ça va sûrement se taper ça à la gueule un peu, ça va être le fun. C'était correct, mais tu sais, je les ai pas réécoutés. Je les ai écoutés une fois, puis ça va Ouais. rester. Ouais. Peut-être que ce que ça prend, c'est vraiment un retour de James Cameron à la réalisation. Si un jour on veut espérer un bon. Est-ce que tu espères encore un jour avoir une bonne suite à ces films-là? Sais-tu, après tout ce temps, je sais même pas si ça se pourrait. Hmm. Il s'est tellement passé des affaires. Le 2 a tellement été bon. Les autres ont tellement déçu. Dark Fate, parce que si Dark Fate avait ramené quelque chose en disant, OK, là, on est retourné dans. Puis là, on me disait que le prochain, c'est Cameron qui le réalise. Puis que là, j'aurais peut-être un thrill, mais il n'y en a pas eu. Ouais. Il n'y a pas eu ce buzz-là. Il n'y a pas eu non plus. Dark Fate n'a pas été. Il n'a pas été un gros succès. Il n'a pas été démoli nécessairement. Mais c'était vraiment, encore une fois, juste correct. Ouais. Fait que, non, j'espère plus. En fait, même que j'ai fait la paix avec ça. Puis j'ai fait la paix avec le fait que le 1 et le 2 vont rester des films à part entière excessivement divertissants et complets. Quand j'aurai le goût d'écouter ça, je vais écouter ces deux-là. Puis le reste, regarde. Ils ont essayé, puis Ouais. ça peut pas toujours être des suites payantes. Bien sûr. On va finir avec ton plaisir coupable. Que je trouve ça dommage que tu aies mis comme plaisir coupable parce que pour moi, c'est un coup de cœur, mais c'est John Wick de 2014 de Chad Stahelski et David Leitch qui met en vedette Keanu Reeves et Willem Dafoe. Dans le deuxième, il y a Ian McShane qui arrive. Dans le 3, il y a Lawrence Fishburne Ali Berry. et Halle Berry dans Parabellum, mais Lawrence Fishburne qui retrouve Keanu Reeves après des années Ouais. sans avoir retourné de Matrix. Puis il va être dans le 4 certainement, parce que c'est à la fin du 3, c'est la dernière scène, c'est ces deux-là. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est l'histoire de Are you? vengeance la plus bête au monde. C'est un gars Ouais. qui se fait tuer son chien et qui décide d'aller se venger en tuant absolument, en tuant Tout le la monde. moitié de la ville. Ben, pas de la ville, mais des tueurs de Mais la juste mafia de la éliminer la ville. mafia, de façon générale. C'est ça. Ouais. C'est satisfaisant comme film. Ah. Mais c'est bien. Tu parlais de Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road est aux voitures, aux scènes de Ouais, voitures, ce que John Wick est aux scènes de combat, puis le aux scènes combat. d'arts martiaux, puis de En martiaux guns. slash gun, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais je tiens à préciser une chose. Quand je dis qu'ils est coupable, c'est pas parce que je considère que ce film-là n'est pas bon, mais que je l'aime pareil. Je pense Mhm. vraiment que c'est des bons films. Mais plaisir coupable parce que je les ai vraiment écoutés beaucoup trop de fois. OK. Parce que c'est vraiment comme. C'est McDo là, pour moi. C'est Ouais. des mecs croquettes de chez McDo. Tu comprends-tu? Moi, je cuisine quand même relativement bien dans la vie. Je suis capable de faire des bons repas. Mais il n'y a pas grand-chose qui bat 10 croquettes McDo avec la sauce barbecue. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, Fait que c'est ouais. plus dans ce sens-là que je te dis coupable parce que je pourrais écouter des films plus
puissant, plus prenant, avec des dialogues plus léchés, puis des acteurs, mais j'ai de la misère à pas réécouter John Wick de Ouais. façon compulsive. Parce que ce film-là va chercher tous les codes des films que j'aimais quand j'étais jeune, de prémices simples. Lui, il veut ça, il va aller là. Puis là, ben, il s'est tué son chien, il va aller son char. Puis c'est le gars qui vient de perdre sa blonde, il est sur une ligne très, très mince entre le suicide et la vie. Là. On est Oui. d'accord qu'au début du film, c'est quasiment ça qu'il fait, là, qu'il veut rentrer en char d'un mur, quasiment. Puis là, ben, il y a un gars qui arrive pas au bon moment, puis qui le fait chier pas au bon moment. Puis au lieu de se venger juste contre le gars, vu que c'est le fils Ouais. du parrain de la mafia, ben, il se dit, ben, je vais détruire la mafia. Oui. Puis, Fuck off. puis j'aime tellement quand les deux gars de la mafia arrivent au parrain de la mafia en disant ouais, ben on a tué le chien de ce gars-là parce qu'il nous a fait chier. Nanana. C'est qui ce gars-là? C'est John Wick. Oh Mm. my god. Quand le gars du char, c'était qui t'a volé ce char-là? Oui, Ça, c'est c'est ça, le ouais, char qui t'a de volé le John char? Wick. John John Wick. Leguizamo, là, puis là, il appelle, ouais. Oui, puis ils Pourquoi, savent, là. pourquoi t'as frappé mon fils? Ben, parce qu'il a volé un char. Il a volé le char de John Wick, puis il faut juste raccrocher. Ah, on sait à quel point on est dans la merde. Tout le monde sait c'est qui John Wick, sauf ce Oui, style-là. C'est ce côté-là aussi de Baba Yaga, là, c'est le boogeyman. En fait, c'est oui. lui qu'on envoie pour tuer le boogeyman. T'sais. Moi, c'est le genre de phrase-là de tu le vois en train de péter sa dalle de béton pour prendre ses guns qui ont été enfouis. T'sais. Pendant que le parrain parle à son fils dans l'autre scène, puis il fait comme ce gars-là, on l'a libéré parce qu'il a fait une tâche qui est impossible à faire, mais il l'a fait. C'est pour ça qu'il a eu le droit d'être libéré. Puis toi, tu vas tuer son chien, voler son char. C'est ça à quel point on est dans. C'est pas le genre de gars avec qui on va dialoguer puis qui va se calmer. Là. Ouais. Puis s'il dit qu'il s'en vient, il s'en vient. Puis il a déjà tué 3 gars avec un stylo. Fait que moi, cette prémisse-là, puis après ça, c'est ridicule de dire de faire. Mais le point, c'est pas que son chien ait été tué, c'est juste que c'est tout ce qui restait pour se C'est ça. raccrocher à une vie qui était outre la vie qu'il connaissait de tueur. Ouais. Sa vie, c'était sa blonde qui est morte, mais qui a donné C'est ça. un chien, puis le char qu'il aimait. C'est tout ce qu'il y a. Puis ça, tu y On l'a enlèves enlevé. ça, il repart de là. Il repart du côté sombre. Puis C'est là, ça. ben, il rentre dans un engrenage. Mais j'ai toujours eu l'impression, en regardant les John Wick, en tout cas, surtout le premier, que ce film-là remplace John Wick par John McClane, puis que c'est un Die Hard 8 Mm. après que John McClane ait pris sa retraite, après que toute sa vie soit passée. Tu sais, t'as pas besoin de savoir c'est qui John Wick si tu comprends c'est qui le action hero des années 80-90. John Wick aurait pu être le 8e film d'une série, puis je l'aurais autant accepté, mais parce que ça part à ce film-là, puis que je comprends tous les codes qui essaient de m'amener, je fais oui, j'embarque dans le premier, mais qui est en fait juste. Oui, Tu absolument. sais, puis un peu tout est établi, tu sais. Il parle de sa vie, il parle de son passé. Puis quand il parle de son passé, je peux imaginer ça aurait été quoi ce film-là de John Wick. Puis que dans le 2, il rencontre sa blonde. Puis que dans le 3, il donne le chien. Puis dans le 3, il y a le char. Que dans le 4, il y a le chien. Que dans le 5, il se passe telle affaire. Puis quand on voit la scène où il réussit à avoir son feu, tu sais, OK, tu peux aller prendre ta retraite. Parce qu'il dit plusieurs fois, Oui. il a accompli une tâche qui était impossible, mais il l'a fait. Fait qu'on l'a laissé aller. Puis on voudrait tous voir c'était quoi, ça, ce mandat-là. C'est ça. Puis ça, ce serait le John Wick 6 ou 7. Begin, genre, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Je ne sais pas s'il va aller jusque-là. Tu sais, j'ai l'impression que c'est encore plus payant de ne pas tout savoir. Non. Mais j'imagine, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais j'espère, j'aimerais, à moins que ce soit vraiment bien fait, mais je ne faudrait pas qu'il fasse l'erreur de. C'est ça. Oui, non, mais je voudrais pas voir un jeune John Wick, là, mais je voudrais pas voir ça. Ça pourrait être bon, mais c'est en général pas une bonne idée de faire ça. Non, c'est ça. On s'est fait une idée, puis tu sais, Keanu Reeves, t'es écœurant là-dedans, là. Il est écœurant, puis il est le fun. c'est un des gars les plus gentils de l'histoire de l'humanité, ce gars-là, en plus. Puis là-dedans, tu sens qu'il est gentil, même si c'est un grand tueur, t'es sociopathe, là, mais tu sens qu'il n'est pas une mauvaise personne, c'est juste qu'il est excessivement doué pour tuer des gens. Mais il tue juste des gens qui veulent le tuer. Là. Il ne va pas juste. C'est pas un tueur en série, mais il tue. Je ne sais pas il y a sûrement un site où ils ont compté, mais clairement. dans le 3, ça n'a aucun sens comment des gens meurent. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est ça. Puis moi, j'ai particulièrement aimé le 1 parce que la prémisse est tu as tué mon chien, je vais tout tuer ce que tu connais de la vie. Puis mais le 2 et le 3 vont juste de plus en plus dans l'exagération de ce procédé-là. Dans le 3, les scènes avec les chiens sont malades, mais il y a genre
Ils sont deux, il y a 85 ennemis, puis il n'y en a pas un qui survit. Jamais. Dans toutes les scènes, il n'y en a jamais un qui survit. Puis c'est un carnage, mais en même temps, le 2 t'avait amené à ça, puis le 1 t'avait amené à ça. Ouais. Il ne faut pas que tu sois surpris dans le 3. Dans le 3, il y a beaucoup de monde qui meurt. Ouais. Non, rendu là, on le sait. Dans le 2, il y en avait beaucoup aussi, puis dans le 1 aussi. Il y en a Ouais. juste de plus en plus. Puis dans le 4, je ne veux pas vous vendre de punch, puis il risque d'en avoir une méchante chie. Encore plus. Ah, Tu sais, quand tu sais, on habite autour de Montréal, mais on a passé beaucoup de temps, j'imagine, toi comme moi, à la Place des Arts pendant les festivals Juste pour rire. Le 2 a été tourné à Montréal. ouais. Puis il y a une super belle scène de combat dans le couloir de la Place des Arts avec toutes les télévisions et tout ça. Peu importe quand je me retrouve dans ce couloir-là, Tu le j'ai vois. toujours un petit pincement. Je suis toujours « Oh, je suis dans John Wick. Je suis là, je le vis. » Mais ça aussi, tu sais, cette scène-là, puis plusieurs autres, les scènes d'action ont. Parce que, tu sais, j'ai vu beaucoup de films d'action, puis de scènes de fusils, d'arts martiaux, de toutes sortes. Mais ce genre de chorégraphie-là, qui mixe gun et arts martiaux, avec les tirs, tu sais, pas juste tirer un peu au hasard, tirer dans la tête chacune des personnes pour être sûr qu'ils soient bien morts, puis les chorégraphies, puis c'est lui qui en fait beaucoup. Ken Reeves a fait beaucoup des cascades, puis il y a des vidéos de lui qui se pratique avec des armes à feu dans des entraînements de combat de Marine, puis qui change de gun, puis le gars, il est dangereusement efficace avec des fusils. Ouais. Il s'est entraîné pour ça. Puis ça paraît, Ouais. c'est pas CGI, c'est pas trop, tu sais, c'est vraiment des bonnes scènes de combat, d'action, tu sens la préparation au combat qui doit être assez intense. Là. Il y a des chorégraphies vraiment élaborées, puis c'est des vraiment bonnes scènes d'action, là, comme j'en avais pas vu depuis un méchant bout. Non, ça, on est content que Ken Reeves soit un être très humaniste dans la vraie vie quand on peut voir ses vidéos. Il pourrait être dangereux. Tabarouette, oui, c'est une machine à lui seul. Mais même le réalisateur du premier, il n'est pas crédité comme réalisateur, mais il a fait le deuxième puis le troisième, je crois, David Leitch, et lui-même cascadeur. Cascadeur, c'est ça. Il était tanné de voir des films avec des cascades qui étaient mal faits. Il a fait John Wick parce qu'il était écœuré, en fait. Ils ont écrit le film. C'est comme s'il avait trouvé plein de bonnes scènes d'action à faire, puis que la prémisse, un tueur vraiment efficace que son chien est mort. C'est comme s'il s'était débarrassé un peu de la prémisse, juste pour axer sur, regarde, on sent encore trouve-moi une raison pourquoi il s'est fâché, puis après ça, on va tout aligner des scènes d'action de aucun bon sens pendant 1h30. Puis c'est ça, puis c'est parfait comme ça, tu sais. Ouais. Puis ça paraît que c'est un film écrit, ou en tout cas fait par un cascadeur. Comme, non, on va mettre l'emphase sur ce que moi je connais, avec les sous-textes du dialogue, moi je connais pas ça. Mais les scènes de combat m'ont en fait des tabarnaks. Puis j'aime le côté aussi très noble, tu sais, ils vont au Continental, l'hôtel, très propre, très chic, leur propre monnaie. C'est quelque chose de très, 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 très bien léché. C'est quelque chose de très trash, dans le fond, mais c'est super bien protocolaire, puis leur petit drink, puis ils se fouvoient, puis quelque chose de très poli, mais quand ça part en couille, ça part en couille. T'sais. Voilà. Là-dessus, on va devoir terminer l'épisode, mais Simon Delisle, ça a été un plaisir de jaser de film avec toi. Je suis super content qu'on ait fait cet épisode-là. Un jour, on fera un épisode 2 où est-ce qu'on va pouvoir parler soit de comédie, soit de films que tu voudras encore une fois. J'en aurais plein d'autres. Écoute, c'est un plaisir partagé, mon ami. Puis, j'adore ça. Écoutez, peu importe qui est. Si c'est votre première fois que vous écoutez un épisode parce que vous aimez ce que je fais ou quoi que ce soit, écoutez les autres. C'est vraiment intéressant d'entendre des gens parler de leurs films parce que tu peux penser de connaître quelqu'un, puis là, quand il te parle de ses films puis pourquoi il les a aimés, tu connais une autre facette de sa personnalité, puis je trouve ça très, très pertinent. Très pertinent. Beau travail. Merci beaucoup. Je suis très touché par ton commentaire. Si les gens veulent suivre ce que tu fais, s'ils veulent te trouver sur les réseaux sociaux, s'ils veulent voir ce que tu produis. Sur Instagram, Simon Delisle, ma page Simon Delisle sur Facebook. Alors, on est quelle date tu vas passer ça à peu près? Ça va être au courant de, je ne sais pas encore, soit fin décembre ou début janvier. OK, ben là, les gens vont savoir que j'ai gagné le prochain stand-up. Bravo. Merci. Les gens vont sûrement écouter. La finale était le 10 décembre. Donc, de ça va naître une coupe de patente. Je vais faire un peu de chronique à énergie, blabla. Mais pour ce qui est des spectacles, ben là, avec l'ouverture ou non des salles, ça va jouer un peu. Mais allez sur mon Facebook, Simon Delisle, sur mon Instagram, simondelille.ca. Dès que des dates seront annoncées, dès que les shows vont recommencer, je vais aller jouer un peu partout. Donc, connectez-vous là, puis je vais vous tenir au courant dès qu'on va avoir plus de renseignements, parce que même nous, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va recommencer à faire des shows de scène. Voilà. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr, et avec mon invité Simon Delisle, on a jasé de film. Hey, c'est belle, merci.